Merci Marc. Du coup, ce que je vais dire va être complémentaire à ce qu'a raconté Eric. Dans la semaine, vous allez avoir beaucoup d'artistes, de designers qui vont parler, j'imagine, beaucoup de logiciels libres dans la création, donc je voulais pas que ce soit redondant. Donc aujourd'hui, je vais parler de mon point de vue actuel, qui est pas tellement celui d'un designer, mais plutôt celui d'un chercheur en design. Et plus largement, qu'est-ce que les chercheurs peuvent faire avec du libre? Et surtout, et ce sera quand même malheureusement la majeure partie de la conférence, quels sont les problèmes qui se posent à eux? Donc ça va recouper ce qu'a dit Eric en petite partie, mais plutôt du point de vue du coup universitaire. Donc d'où le titre Recherche et culture libre. Pourquoi c'est important la culture libre dans la recherche? Quels sont les problèmes qui se posent et qu'est-ce qu'on peut faire? Donc il y aura une dernière partie un peu plus optimiste avec des propositions. Quelques éléments biographiques. Alors bon, c'est pas pour raconter ma vie, mais ça va revenir à la fin, donc c'est quand même important d'en parler. J'ai soutenu une thèse en 2014 à Paris 1 qui traitait des rapports plutôt, entre le design et les pratiques de programmation numérique, et qui a été mise en ligne, enfin que j'ai mise en ligne plutôt, sous la forme d'un site web afin de la rendre consultable par le plus de gens possible et que vous n'ayez pas besoin d'aller dans une bibliothèque universitaire aux horaires restreints pour pouvoir la lire. J'ai cofondé une revue qui s'appelle Back Office. Merci Marc, tu étais d'ailleurs à l'origine du projet aussi en partie. Dont le premier numéro est sorti en 2017. Et donc cette revue, soutenue d'ailleurs par l'ESA d'Amiens, traite des relations entre le design graphique et les pratiques numériques. Et on verra aussi que les licences libres ont une place dans cette revue. Et dernier élément biographique, cet essai paru en 2017, Design et MIT numérique, paru donc aux éditions B42. Alors, oui, première partie, aux origines du capitalisme. Ça me semble important parce qu'il me semble qu'une semaine qui vise à traiter de la culture libre ne peut pas se passer d'une réflexion ou d'un ancrage sur ce que c'est que le capitalisme. Donc une dimension politique qui est importante dans le libre, qu'on tend parfois à oublier, notamment quand on parle d'open source. Et je reviendrai plus tard sur cette distinction. Donc je prends les racines, Karl Marx, donc son ouvrage Le Capital, où du coup, pour le Karl Marx, le Capital, donc né en Europe, alors bon, compliqué temporellement, mais voilà, il donne quelques fourchettes, 16e, 19e siècle. Donc le capitalisme plutôt, se caractérise, selon Karl Marx, par ces notions donc, de propriété privée des moyens de production. Donc les travailleurs n'ont plus la possession de leurs outils de travail, l'exploitation évidemment de cette force de travail, la mise en concurrence de ces travailleurs et donc la quête organisée, rationnelle, toujours plus poussée du profit. Donc voilà, donc ça c'était dans les économies ce que dit Marx. Avant le capital, du coup, on avait des objets ou des biens pour subvenir à ses besoins immédiats, ce qui est évidemment plus tout le cas après. Donc le but est de faire de l'argent, non pas d'acheter des marchandises pour les besoins que ça va résoudre, mais pour les revendre à profit. Et donc, ce qui permet de faire des bénéfices et d'exploiter une capacité de travail, donc de se rémunérer sur la plus-value entre ce que font les travailleurs et ce qu'on va pouvoir revendre grâce à leur capacité de travail, et donc de se rémunérer sur cette marge qui, du coup, n'apporte pas de valeur ajoutée en tant que telle dans la production des biens. Je simplifie, vous me pardonnerez. Donc voilà, petite citation peut-être un peu plus précise que ce que je viens de dire, que ce qui intéresse les capitalistes, c'est donc de faire circuler la monnaie le plus vite possible, et que donc c'est pas la valeur d'usage qui compte, mais bien cette valeur économique, cette valeur financière. C'est ce que montre ce petit schéma, du coup, cette citation aussi que je trouve peut-être encore plus claire. L'argent qui engendre l'argent, donc MAM, ça veut dire marchandise, argent, marchandise, donc ça c'est le classique, on achète une marchandise pour subvenir à un besoin. Le capital renverse ce schéma-là et va de l'argent à la marchandise à l'argent, et donc le processus du capital consiste à faire revenir le plus vite possible, d'accélérer ce cycle qui boucle la monnaie sur elle-même, et dans chaque cycle de se faire plus d'argent. Donc ça c'est déjà vu, 1867, Karl Marx. Donc pour accélérer cette boucle, là encore c'était encore assez rudimentaire chez Karl Marx, ça passait par des marchandises tangibles, si je puis dire, notamment il y a beaucoup d'exemples dans le livre, des chaises, etc. C'est assez riche en exemples. Là on fait un petit bond dans le temps, on va plutôt être du coup année 1980 environ, voire année 2000. Avec ce qu'on pourrait appeler du capitalisme spéculatif ou néolibéralisme, après bon, il y a plusieurs expressions,
qui se caractérise en partie par la numérisation de la finance, donc depuis notamment la fin des accords de Bretton Woods en 1971 voulus par Richard Nixon, où le dollar n'est plus indexé sur l'or, on assiste à une explosion considérable d'émissions de devises qui ne reposent plus sur rien de tangible. Le tout à l'échelle mondiale. Donc on arrive vraiment dans une déconnexion de plus en plus grande entre des activités humaines et des valeurs qu'on peut y associer. Voilà, c'était bien mis en scène dans ce long métrage, vous l'avez sans doute vu, Le Loup de Wall Street de Scorsese, en 2013, donc une spéculation complètement débridée. Bon, s'il y a encore eu pire depuis, où on voit bien la déconnexion complète entre ces agents boursiers et des personnes qui sont encore du coup au niveau de la force de travail. Voilà, ça peut être encore pire. C'est ce que montre, c'est un petit peu la suite d'ailleurs du film de Scorsese, hein, ce livre de Alexandre Lemonnier chez Zone Sensible, donc qui s'appelle 6-5, qui décrit du coup l'histoire assez récente, bon, ça fait peut-être une dizaine d'années environ, je sais pas, de ce qui s'appelle plutôt le trading à haute fréquence, donc cette capacité d'algorithme à faire des opérations qui échappent complètement au temps humain, à la milliseconde, et de spéculer sur ces micro-boucles temporelles à la hausse ou à la baisse, avec tous les effets pervers que ça peut engendrer, parce que les algorithmes étant s'influençant les uns les autres, on peut avoir des effets de chaîne complètement désastreux, comme les crises financières qui se sont déroulées au début des années 2000. Donc là c'est complètement déconnecté des humains. Encore chez Scorsese, il y avait encore des agents de change dans les places boursières. Maintenant, c'est complètement vidé et ça se passe au niveau des programmes informatiques. Alors, pour vous montrer un petit peu la situation actuelle et l'absurdité dans laquelle on est, on dit qu'on est endetté, qu'il faut rembourser la dette. Donc là, c'est un petit schéma que je trouve intéressant de comparatif de différentes valeurs financières, donc tout l'argent dans le monde, les métaux plutôt, les crypto-monnaies, les grandes compagnies, donc tout ça est à l'échelle, hein, Apple, Facebook, etc., les 50 personnes les plus riches, l'État de Californie, la Réserve fédérale américaine, l'or, les stock markets, donc les marchés boursiers, la monnaie disponible dans le monde, etc. Et là, vous avez la dette. Vous voyez qu'en fait, la dette est juste pas remboursable, même si on additionne tout le reste. Donc, du coup, ça c'est déjà comme un petit problème. Et ça va être encore pire. Donc là, on prend l'immobilier. Et après, voilà, là, ça devient n'importe quoi. Sur les produits dérivés, donc c'est tout. C'est compliqué à expliquer, mais par exemple, alors ça dépend des réglementations des pays, mais par exemple en Chine, vous pouvez jouer 10 si vous avez 1. Donc si vous gagnez, tant mieux. Par contre, si vous perdez, bon, bah là, ça devient un peu catastrophique, parce que vous avez perdu non pas 1, mais voilà, beaucoup plus. Et donc tout ça s'enchaînant, donc on arrive à ces marchés des produits dérivés, et là, regardez la longueur, c'est complètement hallucinant. Donc là, je ne sais même plus les unités, mais c'est des quadrillions, je sais pas quoi. Bon, c'est un peu dur à traduire, mais ça vous montre bien l'absurdité de l'état de la finance dans lequel on est plongé actuellement. Donc on en arrive à ça. Le capitalisme spéculatif débouche du coup sur une économie de la dette. C'est-à-dire que ceux qui sont riches ne sont pas ceux qui ont de l'argent, parce qu'on voit bien que la quantité est quand même limitée. Mais si vous donnez des dettes, en fait vous êtes riche. Vous avez un contrôle social sur les personnes qui sont endettées auprès de vous. Donc c'est ce que montre le sociologue Maurizio Lazzarato dans cet essai. La fabrique de l'homme endetté, essai sur la condition néolibérale qui développe ce que j'ai montré là rapidement, c'est que cette dette n'est jamais remboursable, donc ça n'a pas de sens d'imposer des politiques réglementaires basées là-dessus. C'est juste une nouvelle façon de contrôler les populations, de façon bien plus violente évidemment que ce qui se passait avant. Alors, autre strate, donc ça c'était plutôt années 1980-2000, hein, grosso modo, les subprimes et la crise date de 2007, je crois. Donc, parallèlement, c'est des strates, hein, ça ne veut pas dire que l'exploitation des travailleurs a cessé, hein, c'est juste des choses qui se rajoutent. Une autre strate intéressante qui va nous emmener cette fois peut-être plus proche des enjeux de recherche que je vais développer, c'est cette expression de capitalisme cognitif, donc qui se rajoute au capitalisme, du coup, ce que j'ai marqué, industriel, financier, donc ce serait la troisième strate du capitalisme. Donc qui consiste à non plus capter les moyens de production, pas non plus dans la concentration de la finance, mais cette fois dans la captation des capacités psychiques de l'esprit, donc des connaissances entre autres. Donc ça c'est plutôt année 2000. Donc ça a été développé notamment par Yann Moulier-Boutan, économiste sociologue, qui nous dit ça. Du coup, voilà, le capitalisme cognitif se caractérise
non pas sur les connaissances et sur leurs produits, mais sur du coup la prospection, la valorisation et l'exploitation, voilà, ces mots-là sont intéressants, des éléments des connaissances qui résistent à la codification numérique, l'exploitation de la force inventive du travail vivant. Donc voilà, il appelle ça du coup une nouvelle transformation du capitalisme, qui du coup cherche toujours à faire plus de profit, hein. Évidemment, la Terre est finie, donc au bout d'un moment, il n'y a plus de métaux, il n'y a plus rien. Par contre, bon, sur les capacités psychiques, là, il y avait encore un terrain vierge à exploiter. Donc ça repose sur quoi? L'opposition entre la valeur travail de Marx et la valeur savoir, peut-être, qui serait dans ce capitalisme cognitif. La différence entre une activité libre, donc qui serait soustraite au marché, et un travail, tout va devenir travail, même quand on va penser, on va travailler. Tout ce qui touche à l'expression bien immatériel, donc la connaissance comme bien immatériel, comme bien, ça veut dire qu'on peut du coup y adresser des valeurs, et comme propriété privée exploitée. Ça, c'est l'actualité aussi avec les débats aujourd'hui sur la revente des données privées. On voit bien que des personnes se posent cette question, savoir si des données ou des informations ou des idées peuvent devenir des biens exploités. Donc voilà, il y a cet article aussi, ça atteint aussi le monde de l'art, bon je ne vais pas développer, mais c'est très intéressant de voir comment le capitalisme se saisit depuis quand même pas mal d'années déjà du monde de l'art, notamment avec toutes les fondations d'entreprises qui exploitent tout ça. Alors j'en arrive cette fois quand même au sujet de départ, mais ces contextes étaient nécessaires. Comment tout ça se transforme dans la recherche et quelles sont les conséquences concrètes de cette marchandisation du savoir dans le champ universitaire. Oui, j'entends recherche aujourd'hui, hein, depuis mon point de vue, au sens universitaire, le terme étant évidemment bien plus large. Alors, quelques contextes, éléments de contexte, numérisation du monde, on l'a vu, développement réseau, internet et web depuis années 70 ou 90. La financiarisation de l'économie, on l'a vu aussi. La fin du travail peut-être, enfin, perte d'influence sur les matériels, fin de l'emploi, donc tout ce qui est contrat précaire. Pourquoi pas l'idée aussi que l'individu devrait auto-initier son activité économique, autrement dit la Startup Nation. On est dans cette logique-là. Le développement du secteur tertiaire, les services versus les industries lourdes. Et sur un plan démographique, la massification des effectifs dans l'enseignement supérieur qui a été de pair avec une réduction des effectifs au niveau du personnel enseignant. Donc, tout ça va concourir à cette marchandisation du savoir. Au niveau des réformes structurelles, de quelques dates clés en Europe, processus de Bologne en 99 et Lisbonne qui font qu'on est passé au système LMD au niveau universitaire, ce qui n'était pas le cas avant. Maintenant, voilà, ça paraît évident. Licence, master, doctorat. Donc un lissage des équivalents de formation à l'échelle européenne, ce qui n'a pas eu que des conséquences positives. Et du coup, au niveau des, peut-être plutôt au contexte français, les lois LRU et instance AERS. Donc là, j'y reviendrai après, mais c'est l'autonomie des universités, grosso modo, hein, la loi LRU, la loi Pécresse, sous le gouvernement Sarkozy. Donc on va voir après quelles conséquences ça a eu concrètement dans les universités. Et on assiste du coup, avec tous les éléments de contexte que je viens de dire, à cet état de fait, un mélange des genres entre le vocabulaire entrepreneurial ou managérial et le monde de la recherche. Alors, je ne sais pas si ça atteint les écoles d'art, Barbara pourra nous éclairer, mais en tout cas, à la fac, c'est malheureusement bien le cas. Donc, c'est ce type d'expression, j'aurais pu mettre des guillemets partout, mais bon. Donc, management par projet, mise en concurrence des chercheurs, chercheuses et les universités entre elles. Bah oui, dès lors que vous créez une autonomie, il faut bien attirer des gens. Donc, les universités deviennent des marques et sont en concurrence sur un échiquier mondial avec des classements comme des courses de chevaux. Et des systèmes d'évaluation où du coup on va chercher comment évaluer la recherche, cette expression a du sens, et noter, alors pas tant au niveau des individus mais plutôt au niveau des équipes de recherche. Et ça j'ai des exemples à vous montrer. Donc voilà, donc tout ça se confond, le vocabulaire des startups, de l'entreprise et de la recherche, tout ça se mélange. Alors avec mes collègues à Toulouse, on a fait, là on subit, alors le projet a été retiré mais bon, il va peut-être revenir. Un projet de fusion des universités à l'échelle toulousaine, donc ça s'appelle IDEX, d'autres universités comme à Strasbourg ou Lyon ont déjà mis ça en place, et donc on a pris ce projet de réforme et on a décortiqué tout le vocabulaire qui vient avec pour en faire un lexique critique. Alors je ne vais pas tous ces composants police VTF aussi, une petite transition par rapport à la conf d'après. On voit ce genre de vocabulaire: accélérer, accroître, agile, ambition, amplifier, attractivité, autonomie, avenir, axe stratégique, benchmark, bibliométrie, business, etc., etc. Indicateur de performance, gouvernance, innovation, label, management. Donc on voit que tous ces mots-là sont clairement passés dans le champ de la recherche, étant donné que là, ils sont au cœur de ce projet de loi.
Après, vous avez des notices, nombre d'occurrences, accéléré 4 fois. Je crois que le plus grand, c'était international. International revenait 81 fois dans ce projet de réforme. Et donc, alors, ce projet n'est pas passé, notamment parce qu'on a résisté au niveau de l'Université des sciences humaines, parce que ça revenait, grosso modo, à se faire engloutir par les sciences dures, tous les axes stratégiques étant définis par des entreprises comme Airbus, qui devaient siéger, du coup, au conseil d'administration. Donc, évaluation négative, voilà, tout en anglais, donc c'est aussi assez intéressant de voir que cette langue aussi managériale s'exprime par l'anglais, alors que c'est un cas typiquement français qu'il s'agissait de regarder. Bref, voilà, on arrive à ça. Donc le management par projet de la recherche, donc c'est plus des lignes de recherche qui vont être développées en interne et financées au niveau des universités, mais il y a une concurrence des chercheurs et des équipes de recherche au niveau national et international. Donc comment ça se concrétise? Il y a cette instance qui est déjà vieille, hein, l'ANR, Agence nationale de la recherche, qui date de 2005. Voilà, ça c'est malheureusement une vraie capture d'écran. Voilà, donc une petite définition que j'ai trouvée sur le site. L'ANR finance la recherche sur projet sur un mode de sélection compétitive qui respecte les standards internationaux. Elle s'attache à favoriser la créativité, le décloisonnement, les émergences, etc. etc. Voilà, donc ça c'est 2005. Et ce qui fait que aujourd'hui, si vous êtes chercheur et que vous voulez faire des projets, vous n'avez guère de choix que de rentrer dans ce système-là. Malheureusement, les alternatives sont de plus en plus compliquées à trouver. Comment ça se présente? Bon, là c'est un projet sur lequel j'ai travaillé en 2015 avec une équipe de chercheurs, donc c'est 18 pages, mais c'est une version de travail, hein. Le document final était plus long, en plus on vous le demande en 2 langues. Donc voilà, donc c'est des semaines et des semaines de travail. Le projet n'a pas été retenu, comme 93% des dossiers déposés à l'ANR, ce chiffre étant en déclin chaque année. Donc il y a 93% de chances qu'il y a quand même beaucoup d'aléatoires là-dedans, pour que tout ça ne serve à rien. Donc voilà, on paye directement des personnes par de l'argent public pour un travail inutile. Au niveau des systèmes d'évaluation, voilà, c'est cette instance qui s'appelle l'HCERS, alors bon, ça a été renommé, mais je passe, qui évalue du coup les équipes, tant au niveau pédagogique qu'au niveau recherche, qu'on parle bien d'enseignement-recherche, au niveau universitaire depuis 2006. Donc tous les 4 ans, c'est la pression, il faut tout rassembler, faire des dossiers, tout ça prend énormément de temps, du temps qui évidemment n'est consacré ni à la pédagogie ni à la recherche. On passe la plupart de notre temps à justifier ce qu'on fait. Voilà, bon, le constat, vous l'avez compris. Donc la marchandisation capitaliste atteint largement le champ des savoirs et de la recherche. C'est déjà acquis. Quelques réactions parodiques, on verra après d'autres trucs. L'ANES, donc ça, je trouvais ça très drôle, Agence nationale de l'excellence scientifique. Peut-être vous donner une citation. Ouais, bon, vous irez voir. C'est assez drôle, c'est un peu des blagues de chercheurs. ROG ESR, donc voilà, enseignement supérieur de la recherche, un compte qui va dénoncer tout ça également. Et cela, c'est peut-être le meilleur pour la fin. Real Univ France. Alors bon, j'ai des collègues qui pensaient que c'était un vrai truc, ça que ça pourrait. Ne cherchez plus, innover en toute agilité, l'université intelligente et innovante. Comité stratégique, innovation booster, technopole, tank force multiple, etc., etc. Bon, on en rigolerait si c'était déjà le cas en fait. Alors, on va aller encore un peu plus loin dans le mal. La privatisation de l'enseignement en recherche. Donc là, c'est au niveau de la pédagogie. Article récent du Monde. Des formations numériques dispensées par Google à l'université font débat. Ben oui, évidemment. Donc ça, c'était à Nantes, il n'y a pas si longtemps. Ça a été dénoncé de façon assez brillante par ce chercheur, Olivier Herzscheid. Bon, je vous laisse lire le titre. Voilà, qui du coup dénonce ça. Alors, l'université n'a pas payé Google concrètement, mais il y a quand même une collision qui est assez inquiétante à cet endroit-là. Il y a d'autres cas avec Facebook aussi, mais je vous les passe. Maintenant, on arrive dans la publication. On était sur l'enseignement, privatisation des publications de recherche, donc ça, Eric l'a abordé un petit peu. Je vous montre un petit peu les grands groupes là, à l'échelle mondiale qui dominent les publications de recherche, donc Elsevier et Springer, bon, c'est les 2 plus gros. Donc voilà, ils disent notre business est de publier, hein, c'est pas de faire progresser les savoirs. Au moins, c'est assez clair dès la première phrase. Et voilà, donc ce problème qui se pose, là c'est un chercheur qui nous dit, bon ces publishers, c'est même pas les éditeurs, hein, on va peut-être dire publishers, académiques, n'apportent rien comme valeur ajoutée dans le processus d'édition. Personne n'est payé. Qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est que les articles ou textes sont proposés par des chercheurs, ils sont évalués et relus par des chercheurs, et le boulot de publisher consiste à peu près juste à les mettre en ligne dans un CMS. J'exagère à peine, encore quand ils le font. Et là-dessus, évidemment, personne n'est payé, sauf l'éditeur qui lui va se rémunérer, notamment par les abonnements qui coûtent très très cher de la part des bibliothèques universitaires.
Voilà, donc ce qui produit de nombreuses controverses. Il y a cet article qui explique ça bien, mais je vais le passer. Donc on en arrive à cet état de fait, donc une folie du copyright qui bloque complètement la transmission des savoirs. Donc on dit souvent quand on est chercheur voilà, on est soumis à cause de l'évaluation, tout ça et s'enchaîne. Publish or perish. Si vous ne publiez pas, vous ne progressez pas dans votre carrière, vous n'aurez pas de poste. Donc on est poussé à cette injonction en tant que chercheur à la publication. Et donc là, je vais vous montrer le cas d'un chercheur en psychologie, Alexandre Saint-Gevin. Donc il m'a filé des documents, donc c'est un cas très concret. Donc lui, il est chercheur en psychologie, il est docteur. Et donc pour avoir un poste à l'université en psychologie, il doit publier dans des revues, mais pas n'importe lesquelles, des listes qui sont établies au niveau national, au niveau du CNU 18, donc c'est une instance universitaire, en l'occurrence de psychologie. Donc recommandation pour... alors c'est juste pour pouvoir postuler, c'est même pas pour avoir un poste, mais bon, étape par étape. Donc il doit publier au moins 2 articles dans des revues à comité de lecture indexées dans des bases de données. Le problème, c'est qu'en psychologie, toutes les revues de ces bases de données sont des revues payantes, à accès privé. Donc il n'y a pas du tout d'open access à cet endroit-là. On reviendra après sur ce que c'est que l'open access. Donc comment ça se passe? Alors il a réussi à publier non sans mal chez Elsevier, et là il a reçu ce mail assez cocasse qui l'autorise, ils lui font le plaisir, il lui donne un droit de partage de son article, alors pendant un temps limité, parce qu'il ne faut quand même pas décoller. Et il peut l'envoyer à quelques chercheurs avec une URL valable pendant 50 jours. Donc, un article qu'il a lui-même écrit pour lequel il n'a pas été rémunéré, je précise. Donc il ne peut, voilà, au bout de 50 jours, il n'a même plus accès à son propre article, qui a pu être modifié légèrement après publication au niveau de l'éditeur. Donc il ne peut plus accéder à son article sauf s'il paye. D'ailleurs, voilà, le bon de commande de ces articles, son article vaut, alors je ne sais pas pourquoi dire le total est inférieur, mais bon, 27 ou 30 euros. On nous propose en plus, comme sur Amazon, des articles liés. Si vous avez aimé le jambon, vous aimerez aussi ça. Donc là, on voit que c'est complètement privé. Si vous ne payez pas 30 euros, vous n'y avez pas accès. Évidemment, lui ne touche rien sur les 30 euros. S'il veut que l'article soit libéré, il m'a envoyé une capture d'écran de ce mail, c'est assez intéressant. Ça, c'est un autre éditeur chez ACM. Il peut payer une espèce de forfait pour que son article, après publication, passe sous licence libre, Creative Commons. Et les tarifs sont assez hallucinants. Chez celui que j'ai montré, c'est 1700 euros pour libérer l'article et 2150 euros. Bon, ça vous donne une fourchette de prix pour que l'article passe en licence libre. Voilà. Sachant que bon, il n'a pas été payé dans l'histoire, donc il n'a pas du tout le choix de la licence sur sa publication. Autre problème, la citation des documents audiovisuels. Ça, c'est un vrai problème, en tout cas en France. Donc là, une belle capture d'écran de la revue de l'art sur percé.fr où on a charcuté toutes les images. Voilà, ils ne sont pas embêtés, ils ont tout enlevé pour du coup éviter d'avoir des problèmes au niveau de la reproduction numérique. Donc ce qui pour une revue d'histoire de l'art pose quand même un certain nombre de problèmes quand vous n'avez pas les tableaux ou les œuvres en vis-à-vis au niveau scientifique. Voilà, ça a été dénoncé par des chercheurs comme André Gunter qui se sont posé la question du coup du droit aux images à l'heure de la publication électronique, parce que si vous demandez les droits, ils peuvent vous être refusés. Donc André Gunter, lui, c'est un chercheur en photographie, il a fait un article assez critique sur la photographe Nat Goldin. Il n'a pas eu le droit de reproduire les images en vis-à-vis de son article, ce qui pose un vrai problème d'intégrité scientifique. Voilà, et du coup, ce plaidoyer, mais qui n'a pas encore été suivi des faits, de Lionel Morel, sur ce blog que je vous recommande, un Silex. Pourquoi nous avons besoin d'un droit de citation audiovisuelle, pour les raisons que je viens d'évoquer. Et comme Eric le disait juste avant, c'est aux États-Unis, il y a un fair use, donc une espèce de zone grise de tolérance où, pour des usages type recherche, même si la loi n'y autorise pas explicitement, dans les faits, on risque pas grand-chose. En France, c'est pas le cas, donc c'est pas possible de citer une image comme on cite un bout de texte. Voilà, et toujours sur cette histoire de Copyright Madness, donc cette série de billets sur le blog Numérama, qui dénonce des cas de droits d'auteur vraiment délirants. Donc là, c'est quoi, Miley Cyrus qui aurait fredonné je sais pas quoi, bon bref. Donc c'est intéressant de suivre chaque semaine des cas complètement délirants de copyright. Alors comment on peut résister à ça? Plusieurs choses. On peut, c'est ce que disait Eric, on peut citer du côté des pirates, au sens noble du terme. Peut-être le plus connu d'entre eux au niveau des articles de recherche étant cette personne, Aaron Swartz, qui avait libéré énormément d'articles académiques, qui a été condamné pour ça et qui, en partie à cause de ça, s'est suicidé. Il a fait d'autres choses dans sa vie, mais voilà, en tout cas, il a milité énormément pour ça. Il a contribué aussi énormément au développement de Wikipédia. Donc ses écrits ont été traduits récemment en français et ils sont d'ailleurs placés sous licence libre. Donc, je vous conseille la lecture de cet ouvrage, si vous vous intéressez à la culture du libre.
Eric, on avait parlé aussi, Alexandra Elbakian qui a donc fait ce portail C-Hub je crois que ça les enregistre, je crois que ça agrège petit à petit tous les articles dans une grande base de données, puis ça les ressort si on les interroge. Ouais, c'est ça. Ouais, pour garder une copie, ouais. Donc là, vous pouvez contourner tous les paywalls en allant sur ce site-là. Bon, alors ça s'est évidemment pas très bien passé pour elle. Elle a été attaquée par les éditeurs et condamnée. Alors elle les a pas payés parce que je crois qu'elle ne peut pas juste. Une amende de 15 millions de dollars par les éditeurs américains pour ça. Juste pour avoir voulu libérer le savoir. En France, ça évolue un petit peu, en tout cas au niveau du texte. On a cette loi pour une république numérique qui date de 2016 qui autorise les chercheurs à donner accès à la lecture dans un délai de 6 mois pour des publications en sciences humaines ou 12 mois pour les sciences dites dures ou sciences exactes. Je ne sais pas trop où design là-dedans, mais bon, en tout cas maximum 12 mois. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont sous licence libre. Vous pouvez juste permettre à d'autres personnes de le lire, ce qui est déjà une première avancée. Voilà, conclusion. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Si je peux développer un peu. Ça va? Ok, super. Quelques propositions, du coup je vais pouvoir les développer un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut faire de positif là-dedans, après cet état des lieux assez catastrophique? Déjà en tant que chercheur ou étudiant ou artiste ou designer, être cohérent entre ses choix politiques et ses actes. Donc là cette citation que je trouve intéressante, tous les chercheurs universitaires qui du coup se plaignent de ça et qui écrivent dans ce genre de revue, voilà, ou qui parlent du libre et l'article qui parle du libre va être vendu 150 ou 300 $. Donc voilà, il y a une contradiction totale entre le modèle économique de l'article et la façon et ce dont il traite. Donc ça c'est déjà une première réponse. Bon, à voir, parce que du coup, comme on l'a vu, au niveau des évaluations, on est parfois contraint à publier dans ce genre de choses, mais au moins peut-être on peut parler d'autres thèmes que de culture libre, quand on fait payer les gens pour ça. Distinction aussi, ça, je sais pas si, comme j'ai pris en retard la conférence d'Eric, peut-être tu en as déjà parlé, la distinction entre le libre, l'open source et l'open access, donc ça je vais quand même en dire quelques mots. Le libre étant relié à une philosophie, un état d'esprit qui vise à libérer, à être libre ou à rendre les gens libres. Contrairement à l'open source, donc le libre, j'ai une slide juste après qui vient de Richard Stallman, enfin pas que, mais comme une figure clé du mouvement libre, donc plutôt années 80. L'open source est venu plus tard, sous l'impulsion entre autres de Eric Raymond. Donc là c'est plutôt lié à des méthodologies de production qui consistent à travailler à plusieurs sur des mêmes sources et à gagner en productivité par cette agrégation de compétences. Donc même si le code va être lisible par tout le monde, on est davantage dans une logique économique que dans une logique éthique. Donc c'est la différence entre les deux. Et l'open access, alors c'est un terme un peu plus flou, donc là qui est plus lié à la recherche plutôt qu'au champ du développement informatique. Mais l'open access, l'accès ouvert, mais ouvert, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un terme un petit peu flou. Si on peut lire quelque chose en ligne gratuitement, ça ne veut pas dire que c'est libre. Oui, il y a une différence. Vous pouvez lire quelque chose, mais vous ne pouvez rien en faire à part le lire. C'est déjà bien. Vous ne pouvez pas le reprendre, l'enrichir, etc., ou modifier et redistribuer ce texte-là. Donc méfions-nous un petit peu de ce terme open access et préférons peut-être celui de libre qui, me semble, est plus juste. Pour y voir un peu plus clair, donc c'est un texte vraiment historique. Je ne sais pas si on a parlé Eric avant que j'arrive, mais les 4 libertés du logiciel libre énoncées par Richard Stallman en 1985, donc qui a été entre autres à l'origine de Linux. La liberté d'utiliser le logiciel pour quelque usage que ce soit, donc on pourrait remplacer logiciel par article scientifique, ça marcherait aussi. Étudier son fonctionnement et l'adapter à ses propres besoins, la liberté de le redistribuer à tout le monde, et surtout, peut-être c'est la plus importante me semble-t-il, d'améliorer le programme et de publier ses améliorations. Donc l'open access, on serait peut-être juste sur la première liberté, parce qu'on n'aurait pas forcément les sources de l'article scientifique. S'il y a des jeux de données, ils ne seront pas forcément publiés avec, on ne pourra pas le redistribuer et on pourra encore moins l'améliorer. Donc l'open access, on reste vraiment à la première liberté de Stallman. Proposition du coup, donc voilà, plutôt privilégier du coup la culture libre et cette philosophie, en tout cas cette éthique. Autre proposition, voilà, très, très concrète pour vous, de favoriser la citation et la réutilisation des productions, de ce qu'on fait. Comment ça se présente? Alors Eric en a parlé aussi juste avant, donc on a quand même, aujourd'hui ça s'est quand même beaucoup simplifié, des outils concrets à sa disposition. Donc notamment ces licences Creative Commons, là je vous ai mis le tableau des licences, donc qui permettent une granularité assez intéressante entre redistribution commerciale permise ou pas, donc on peut choisir vraiment de façon modulaire ce qu'on souhaite. Donc là vous avez ce genre de tableau, vous aurez les slides après,
Vous aurez le lien pour les reconsulter, de choisir ce qu'on veut. Donc c'est hyper important pour ces productions de se demander quelle licence on veut et surtout de l'indiquer. J'y reviendrai après. Autre licence, intéressante aussi, la licence art libre, qui est maintenant compatible d'ailleurs avec les Creative Commons, fondée par Antoine Moreau dans les années 2000, qui permet beaucoup de choses, donc de procéder à la copie, à la diffusion et à la transformation comme à l'exploitation à titre gratuit ou onéreux d'une œuvre. Donc ça, c'est une espèce d'adaptation de la licence GPL dans le monde de l'art, parce que le GPL, c'était quand même dans un contexte informatique, donc il y a des petites différences avec le monde de l'art. Donc c'est une transposition dans ce domaine-là, et valable en droit français. Donc ça, c'est intéressant également. Comment on fait ? On les indique. Donc là, je reviens à mes exemples du tout départ. Pour ma thèse, donc au dos est indiqué la licence libre Creative Commons by NC-SA, donc usage non commercial. Donc c'est indiqué très clairement pour les textes, parce que les images, forcément, je ne pouvais pas les placer sous licence libre, étant donné qu'en majorité, elles ne m'appartiennent pas. En tout cas, tous les textes sont placés sous cette licence-là. Idem sur mon site perso, donc chaque article c'est indiqué, donc là en l'occurrence le propos n'est pas sans rapport, mais l'article est placé sous licence by SA, donc y compris usage commercial possible. Ça c'est un manifeste qu'on a écrit avec des collègues sur la publication buissonnière, donc de sortir de ce modèle pervers des revues payantes et d'aller sur des cycles plus courts. Parce que ce que j'ai pas mentionné, c'est que quand vous écrivez un article et qu'il est publié 2 ans après, ce qui n'est pas un délai hallucinant dans le monde de la recherche, votre pensée elle évolue, le monde il évolue. Donc ça peut devenir en partie caduque, ce qui est aussi un vrai problème au niveau intellectuel. Donc on a essayé de repenser ça. Ça c'est mon livre, donc il a été placé sous licence by NCSA avec un embargo d'1 an. Donc pendant 1 an il est sous copyright normal. Donc ça c'est possible aussi, d'avoir une granularité temporelle au niveau des licences. Ouais. Des textes, voilà, ils sont placés sous licence by NCSA au bout d'1 an. Donc ils seront pas seulement placés sous cette licence libre, ils sont aussi mis à disposition sous une forme numérique sur un site web dédié. Parce qu'il ne s'agit pas non plus de placer sous licence libre, si personne n'y a accès, ça ne marche pas trop. Idem pour la rue back office, alors on a un petit peu pris de retard, là il faut qu'on le libère, mais bon en tout cas, les textes commandés sont placés sous cette licence la même, by NCSA, et on va, pour l'instant, ils sont sous accès payant, mais on va libérer l'accès pour que n'importe qui puisse les lire. Mais ce qui veut dire qu'on peut aussi les redistribuer, ce n'est pas juste un droit de lecture. Donc important d'indiquer les licences. Si vous n'indiquez pas les licences sur vos travaux, ils se placent sous le régime par défaut en droit français du droit d'auteur, donc du copyright restrictif qu'a expliqué Eric. Autre proposition pour sortir de ces modèles pervers, d'utiliser des méthodologies de la culture libre, donc travailler en collaboratif, versionner, donc ça veut dire créer des versions temporellement archivées de son travail et permettre aux personnes qui consultent vos travaux d'accéder à ces différentes strates temporelles pour remonter dans le processus de conception et pouvoir, pourquoi pas, s'en saisir pour proposer des alternatives, ce qu'on appelle des forks. Voilà un exemple de réutilisation de contenu libre, donc ce journal Code X conçu par Julie Blanc, donc c'est qui se constitue uniquement de textes libres de droit. Et donc l'éditeur, en l'occurrence X, or là on n'a pas eu besoin de demander aux auteurs l'autorisation parce qu'ils étaient directement placés sous licence libre. Donc ça c'est quelque chose d'assez intéressant. Plus l'usage de, alors caractères je sais pas, mais en tout cas de langages standards web qui sont également eux libres de droit. Autre exemple, donc là c'est carrément du domaine public, c'est pas des Creative Commons, cet ouvrage dirigé par Nicolas Taffin qui viendra parler cette semaine, Page publique, qui c'est du coup un ouvrage qui est vendu chez CF Édition, sa maison d'édition, mais qui se compose uniquement de textes du domaine public et de commentaires de ces textes-là, qui sont eux-mêmes commentaires directement placés sous le domaine public. Voilà, autre proposition, donc toujours un petit peu dans cette idée de méthodologie, de documenter, de contribuer, de débugger et de partager. Donc ça c'est aussi pour décomplexer un petit peu l'approche et de se dire que les logiciels libres c'est pas qu'une affaire de geeks avec des guillemets ou de développeurs informatiques, ça va beaucoup plus loin et qu'il y a plein de façons de contribuer aux logiciels libres qui ne passent pas par du développement informatique. Donc là concrètement, plus il est dans la salle, Louis Veillard qui parlera de ce projet-là, j'imagine, les cahiers du studio, qui est une timeline de documentation d'événements. Alors moi je suis pas capable, enfin en tout cas, j'ai pas pris le temps de me plonger dans le code et j'en suis pas capable pour proposer un debug technique, mais on peut proposer des fonctions, des bugs, ou voilà. Donc là c'est le code source étant placé sur GitHub, il y a un petit onglet qui s'appelle Issues, donc là c'est problème. En l'occurrence, moi, c'était plus une proposition d'enrichissement. Donc n'importe qui peut proposer des enrichissements qui sont après acceptés ou pas en fonction du temps, évidemment, des concepteurs. Mais ça, c'est une façon de contribuer au libre sans passer par du code, qui est à la portée de tout le monde.
On peut aussi du coup faire connaître, et ça c'est encore peut-être plus simple, tout simplement faire connaître les projets et la culture du libre. Alors ça tombe bien, c'est l'objet de cette semaine à Amiens. Donc 2 exemples peut-être. Ça c'est un ouvrage collectif qui est placé sous licence libre directement Creative Commons, NCSA, mais qui était quand même commercialisé. C'était aussi en accès libre en ligne. C'est un ouvrage qui est assez drôle, qui part d'une fonction informatique sur un Commodore 64, une fonction écrite en BASIC. Et donc c'est un ensemble d'articles placés sous licence libre qui viennent commenter cette culture informatique. Donc il y a une cohérence en tout cas entre le propos éditorial du livre et la licence sous laquelle il est proposé au lecteur. Ça c'est 2012. Autre exemple, là on est plus sur une idée d'Anouer. Donc ça c'est Raphaël Bastide qui est graphiste et artiste, qui donc a créé alors un système de gestion de contenu, un CMS qui s'appelle Usable, qui permet de lister très facilement des logiciels et qui met en pratique dans des workshops. Donc il a mené un premier workshop au Havre où il a développé ce système-là et il l'a rejoué au lycée Jacques Prévert à Boulogne il y a très peu de temps. Et du coup pendant une semaine, les étudiants donc, de BTS ont pu lister des logiciels et outils libres et donc proposer une espèce de base de données contributive de ces logiciels dans le domaine de la création. De façon très simple. Et au niveau des polices, mais bon, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus vu qu'il y a 2 conférences après, toujours dans cette idée de rassembler, de faire connaître, un gestionnaire de contenu pour police, pas forcément libre de droit, mais en l'occurrence là c'est le cas, qui s'appelle Use and Modify, que n'importe qui peut installer sur son serveur et qui permet de lister des polices de caractère de façon préférentielle libre de droit, si on peut quand même avoir des problèmes si elles sont partagées, et de les commenter, de les taguer, donc de se faire son petit annuaire de police et de le faire connaître auprès de qui on veut. Et donc ça peut facilement être détourné ou réadapté pour faire des fonderies d'école, comme ce qu'il a proposé pour les Beaux-Arts de Rennes, une fonderie d'école. Donc le code source, j'imagine, est libre de droit du site de la fonderie. Après les polices, là ça dépend après de chaque étudiant au niveau de l'école. Je crois pas faire erreur. Voilà, donc ce sera ma conclusion. Donc après ces cas pratiques, il me semble qu'il faut aussi repenser notre rapport à la création. C'est ce que disait aussi peut-être Eric en substance. Donc de sortir de cette idéalisation de l'auteur comme force créative et individuelle. Il est temps de sortir de ça. Donc j'avais trouvé cette citation qui était intéressante. L'industrie veut que nous devenions des machines à créer. Nous ne serons jamais assez nombreux à tomber pour satisfaire ses appétits. Réfléchissons aux feux qui brûlent en nous et en quoi ils nous rapprochent de nos voisins. Cherchons à capturer ces feux dans un temps qui échapperait à la chronologie des réseaux sociaux, des silos, des technologies asservissantes. Aucun humain ne peut les nourrir longtemps. Ce système de sélection, par le sentiment d'échec est destructeur. Il mène à la copie sans imagination, à l'épuisement des ressources imaginaires et à celui des artistes. Voilà, je trouvais ça intéressant. Merci.